Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous attendons encore quelques personnes, mais on va commencer d'ici une minute. Bienvenue à chacun, à chacune. Voilà, de nombreuses personnes arrivent encore. Voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre à boire, à manger. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perturbés par des présences d'enfants ou autres dans cette semaine un petit peu particulière. Et je pense qu'il est l'heure. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. On attend une toute petite minute. Est-ce qu'on m'entend bien d'abord? Parce que je n'ai pas de retour. Quelqu'un peut me signaler si on m'entend bien? On t'entend bien. Merci. C'est toujours un petit peu étrange d'avoir l'impression de parler dans le vide. Voilà, mais vous êtes déjà une trentaine à m'entendre, alors c'est une bonne chose. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je pense que vous l'avez fait. Vous avez la possibilité de vous renommer. Donc en bas, vous avez les petits bonshommes avec le nombre de participants. Il y a une petite flèche à droite et via ces petites flèches-là, vous pouvez trouver votre nom et vous renommer. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, l'organisation éventuellement pour laquelle vous travaillez. Euh, voilà, n'hésitez pas. Il est l'heure, donc je vous propose de commencer et puis les personnes qui arrivent encore pourront nous prendre en cours de route. Voilà, je vous propose de commencer. Oui, pour l'instant, donc c'est normal comme on est en mode webinaire. Mais merci Dolores, je vois ton message maintenant. Voilà, merci. Effectivement, vous êtes en mode webinaire, donc vous n'avez pas, je pense, d'ouvrir vos micros, vos caméras. N'hésitez pas à utiliser le chat, donc la bulle de conversation pour poser vos questions ou commenter comme me le faisait ici Dolores. Merci à toi. Je pense que Nora est fort occupée à faire entrer encore tous les gens dans le webinaire, mais sinon on va pouvoir lancer le PowerPoint, Nora, et on va pouvoir commencer. Voilà, bienvenue à toutes et tous, encore une fois, ou ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ravis quand même que vous soyez déjà si nombreux, malgré les circonstances voilà, que nous connaissons tous, hein, qui sont un petit peu particulières. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Annoncer la couleur. Donc, je me présente, Marie Navarre, pour le programme Annoncer la couleur, qui est un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable de la coopération belge, donc de l'Agence belge de développement ENABEL. Alors, l'objectif de notre programme, c'est d'ancrer l'éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement en Belgique. Et pour ce faire, nos activités tournent autour de 3 pôles. Le premier qui est le dialogue institutionnel, voilà, avec les réseaux, les coupoles, les administrations, etc. Le deuxième qui est le renforcement des pratiques pédagogiques. Donc nous travaillons essentiellement avec les enseignants, mais aussi les ONG, les organisations qui travaillent en éducation à la citoyenneté mondiale avec les écoles. Et enfin, donc le cadre qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le centre d'expertise en éducation à la citoyenneté mondiale. Voilà, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc le centre d'expertise vise à développer, partager, diffuser des connaissances, vulgariser aussi des connaissances en éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc c'est tout à fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui, qui a pour but de vous présenter voilà, notre position sur l'interculturalité dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté mondiale et un projet de vous présenter un projet très concret et des connaissances qu'on peut en retirer et de vous les partager. Alors, sachez que donc la séance d'aujourd'hui sera accessible en replay, donc vous pourrez
revoir, réentendre ce webinaire quand on aura publié le dossier sur notre blog wikicm.be. Mais vous trouverez également un article rédigé par Cécile Giraud que je vais présenter dans un instant, notre collègue. Et aussi la vidéo, je crois qu'elle fait une dizaine de minutes, pas plus. Mais donc le film qui retrace et qui présente le projet que notre collègue Hélène va vous présenter tout à l'heure, avec l'échange d'enseignants et d'enseignantes belges et ougandais. Donc normalement, si vous êtes si vous êtes inscrit, on a votre adresse, on vous enverra un mail pour vous dire que le dossier est en ligne sur notre blog Wikicm. Ce sera fait d'ici je n'oserais pas dire quelques heures, mais d'ici quelques jours en tout cas, tout prochainement. Alors, le webinaire d'aujourd'hui nous permet d'accueillir deux collègues d'Annoncer la couleur. La première, Cécile Giraud, qui est experte en éducation à la citoyenneté mondiale. Et elle va introduire et présenter aussi donc, les grandes lignes dans les grandes lignes, les questions que pose l'éducation interculturelle. Et dans un deuxième temps, Hélène nous présentera le projet qu'elle a coordonné l'année passée, qui est un échange de pratiques entre formateurs et formatrices d'enseignants belges et ougandais. Voilà, je n'en dis pas plus loin, j'en dis pas plus, pardon, elle nous présentera ce projet tout à l'heure en collaboration avec Stéphanie Peskens d'Enabel en Ouganda. Alors, pour les petites questions pratiques, avant de laisser la parole à nos intervenants, voilà, purement féminin aujourd'hui, vous n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions via le chat. Donc, comme je pense que maintenant, tout le monde est un petit peu aguerri au système. Donc, vous cliquez sur la bulle chat. Et merci de préciser aussi à qui s'adresse votre question. Si c'est davantage pour Cécile ou pour Hélène. Voilà, de simplement mentionner votre question. Et pour une visibilité, je pense que Cécile n'a pas de présentation PowerPoint, mais Hélène bien. N'hésitez pas à mettre votre vue en mode view, donc en haut à droite, pour ne voir que la personne qui est en train de parler et pas toute la mosaïque des personnes. Voilà, on pourra le faire pour les questions-réponses éventuellement, mais voilà, c'est une question de lisibilité. Voilà, merci à toutes et tous. Et sans tarder, je passe la parole à Cécile. Merci Marie. Je pense que là, on m'entend bien. Par contre, est-ce qu'on me voit? Parce que moi, je vois Marie. On te voit et on t'entend. Ok, parfait. Alors, oui, donc je vais essayer d'introduire, je vais essayer de faire bref, brièvement, en fait, le speaker principal aujourd'hui, qui est donc Hélène, hein, qui n'est pas moi. Mais en fait, voilà, on m'a demandé en fait de me pencher sur cette question des programmes d'interculturalité en éducation à la citoyenneté mondiale. Et en fait, je ne suis pas du tout spécialisée dans cette question-là, donc j'ai dû un peu me creuser la tête et aller voir ce qui existait et ce que les uns et les autres ont pensé de la question. Et là, c'est un peu ce que je vais vous résumer, hein. Je vais essayer de faire court. En fait, moi, ce qui m'avait interpellée au départ, c'était que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a l'air d'aller de soi, que c'est normal qu'on fasse de l'interculturalité, que c'est normal de proposer ce genre de programme. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce que ça a l'air aussi normal et allant de soi? Alors qu'en fait, il y a des enjeux, j'imagine, dans tout ce qui est interculturel, il y a des questions qui se posent. Et en fait, j'ai commencé par découvrir en fait que l'éducation à l'interculturalité, c'est pas quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. En fait, c'est la réponse traduite dans le champ de l'éducation à la réponse qui est apportée par un modèle particulier, qui est le modèle de l'interculturalité. Et qu'est-ce que ça répond? À quelle question ça tente de répondre, en fait, le modèle de l'interculturalité? À la question qui est posée par les problèmes de cohésion sociale. Donc, si on refait un tout petit peu d'historique, qu'on revient un tout petit peu en arrière, en fait, à partir des années 60, donc, les frontières ont commencé à s'ouvrir, les phénomènes migratoires se sont accélérés et on est arrivé, en tout cas en Europe et en Occident en général, à développer des sociétés très multiculturelles avec des gens qui venaient de partout et donc des sociétés qui devaient se réinventer en un sens pour essayer de retrouver une manière de faire cohésion, de vivre ensemble. Et à l'époque, en fait, dans les années 60, ce n'est pas du tout la réponse de l'interculturalisme qui a été mise en avant, mais c'est deux réponses qui ont été adoptées. Vous allez voir, vous allez reconnaître sûrement des pays. La première réponse qui a été amenée, c'était la réponse en fait, de l'assimilationnisme.
ce mot est difficile. Et la deuxième réponse, c'était la réponse du multiculturalisme, et donc pas du tout la réponse de l'interculturalisme. Donc la réponse de l'assimilationnisme, en fait, c'était de dire on doit viser la cohésion sociale des sociétés en assimilant les nouveaux arrivants, donc principalement les migrants. C'est-à-dire qu'en fait, on demandait aux migrants d'abandonner toutes leurs caractéristiques culturelles, ce qui faisait leur identité, finalement, au profit d'une nouvelle identité, qui était l'identité du pays dans lequel ils arrivaient, l'identité nationale. Et là, je pense que vous pouvez retrouver, par exemple, le modèle français, qui est un modèle historiquement très assimilationniste. Et le deuxième modèle qui a été mis en avant, c'est le modèle multiculturel, qui n'est pas du tout la même chose, en fait, qui veut vraiment être une réponse très différente, et qui propose que la diversité, en fait, soit reconnue par la loi, donc par l'État, par le débat démocratique, et que ce soit la multiculturalité qui devienne un nouveau socle commun d'une nouvelle citoyenneté partagée. Donc on ne demande plus, en fait, dans ce modèle-là, aux nouveaux arrivants et aux migrants d'abandonner leurs caractéristiques culturelles pour rentrer dans la nation, à endosser l'identité culturelle et nationale du pays dans lequel ils arrivent, mais on décide en fait que la loi va reconnaître qu'il existe une multitude de cultures et d'identités culturelles à l'intérieur même de la nation, et qu'à partir de cette espèce de melting pot, on peut recréer une nouvelle identité nationale qui intègre en fait tous les nouveaux arrivants, leur diversité, leur culture, etc. Et donc, vous voyez qu'en fait, on était dans ce paradigme-là entre assimilationnisme d'une part, multiculturalisme d'autre part, un peu un modèle à la française d'un côté, un modèle à la canadienne, en fait, d'un autre côté. Et jusque dans les années 1990, en fait, on était vraiment entre ces deux propositions-là, jusqu'à ce que les deux propositions rencontrent des difficultés. L'assimilationnisme, en fait, il va très vite se heurter à une difficulté qui est que demander aux nouveaux arrivants et aux migrants d'abandonner en fait leurs caractéristiques culturelles, ça peut marcher s'ils ont l'impression qu'ils gagnent en fait à endosser une identité culturelle du pays dans lequel ils arrivent. Mais à partir du moment où ils ne voient plus d'avantage à le faire, ben, la volonté de ces migrants de le faire va diminuer, et donc ça va poser des problèmes. Et les problèmes que vous rencontrez, le modèle multiculturel, c'est qu'on va commencer à le critiquer dans les sphères politiques, dans les sphères académiques, en disant qu'en fait, il a favorisé la fragmentation sociale dans les sociétés dans lesquelles les modèles culturels étaient promus, et qu'il a aussi favorisé la ghettoisation des groupes minoritaires en Occident. Et donc, on va se retrouver face à une impasse. Les deux modèles, on va considérer qu'ils ne marchent pas, et il va falloir trouver autre chose. Et en fait, cette autre chose qui va naître dans les années 90, c'est le modèle interculturel. Et le modèle interculturel, en fait, il va être perçu comme un nouveau cadre politique et un cadre philosophique qui sera jugé mieux à même de gérer toutes ces questions de cohésion sociale et de diversité. Alors, il va se distinguer des modèles assimilationnistes et des modèles multiculturalistes à différents égards. D'une part, il ne va pas requérir des nouveaux arrivants, donc des migrants, qu'ils abandonnent leur culture propre et leur identité au profit d'une identité qui serait préalable, donc qui serait l'identité nationale du pays dans lequel ils arrivent. Et d'autre part, il ne va pas non plus requérir de l'État qu'il reconnaisse et qu'il facilite les pratiques culturelles des divers groupes culturels ou ethniques qui vont composer la nation. Donc l'interculturalisme, en fait, il va opérer un shift, et il va plutôt suggérer que la cohésion sociale peut surgir du dialogue entre les groupes culturels qui sont à l'intérieur de la nation, qui peut surgir des échanges, d'une attitude tolérante et empathique des uns vis-à-vis des autres. Il se présente comme une innovation conceptuelle qui évolue autour des notions de dialogue interculturel, de célébration de la diversité et de cohésion sociale. Et il entend promouvoir les relations entre personnes possédant des backgrounds culturels et nationaux différents. Il poursuit l'objectif de déconstruire les stéréotypes et les préjugés, et il veut reconstruire une perception plus positive de l'autre, avec un grand A. Mais en même temps, l'interculturalisme requiert qu'il y ait un certain consensus qui puisse s'opérer, mais le consensus n'est plus, comme dans le modèle assimilationniste, le consensus autour des valeurs historiques nationales de la citoyenneté du pays dans lequel les migrants vont arriver, mais autour d'une identité nourrie qui est construite autour de ce qu'on va présenter comme des valeurs universelles. Donc il faut un certain consensus autour de valeurs universelles, qu'on appelle comme ça en fait en Occident, mais qui en réalité, quand on regarde d'où viennent ces valeurs universelles, sont des valeurs de la tradition libérale occidentale. Donc ce sont par exemple les valeurs de la démocratie, les valeurs de la propriété privée, des libertés individuelles, etc. Et donc, cette proposition de l'interculturalisme comme un nouveau cadre politique de gestion de la diversité va apparaître comme une solution en fait, qui est beaucoup plus simple à gérer pour le politique, puisqu'il fait reposer la cohésion sociale, non pas sur la capacité de l'État à aménager des dispositifs de manière à ce que toutes les cultures puissent être reconnues et facilitées, mais la cohésion sociale va reposer sur les individus et sur la volonté des individus à être empathiques et tolérants les uns vis-à-vis des autres. Donc l'interculturalité, en fait,
va déplacer le regard, ne centre plus l'attention sur les collectifs, sur les groupes culturels, mais va centrer le regard sur les individus. Et donc, c'est pour ça qu'elle est considérée comme un moyen bien plus acceptable politiquement de gérer la diversité, puisque les problèmes de cohésion sociale ne sont plus regardés comme des questions politiques qui sont sous-tendues par la reconnaissance légale et égalitaire des différentes manières de vivre par l'État, mais l'interculturalité devient une question sociale qui implique la volonté des individus d'aller à la rencontre les uns des autres et de combattre les préjugés. En ce sens-là, elle va devenir une question d'éducation et une question d'éducation à la citoyenneté mondiale en particulier, puisque à partir du moment où la gestion de la diversité et la problématique de la cohésion sociale tombent dans le domaine social et concernent la capacité des individus et leur volonté à entrer en contact les uns avec les autres dans le respect, elle s'ouvre au processus d'apprentissage. On peut apprendre à communiquer dans le respect avec des personnes qui n'ont pas les mêmes backgrounds culturels que nous. Donc, on peut parler d'éducation. Alors, je ne sais pas comment on dit exactement, éducation à l'interculturel, éducation à l'interculturalité. Donc, l'interculturalité devient particulièrement une question d'éducation et particulièrement une question d'éducation à la citoyenneté mondiale sous deux aspects. Premièrement, en fait, elle s'aligne sur la question des valeurs universelles autour desquelles un certain type d'éducation à la citoyenneté mondiale est actif. Et deuxièmement, en fait, elle va s'aligner très bien avec tout ce qui est référentiel, par exemple de l'UNESCO, qui met l'accent sur les compétences individuelles, les capacités socio-affectives des gens, le développement de l'empathie, d'une attitude respectueuse, etc. Donc, du coup, l'interculturalité devient traduite dans le domaine éducatif, une éducation à l'interculturalité qui va se vivre autour de l'acquisition par les individus de ce qu'on appelle les compétences interculturelles qui sont définies par l'UNESCO comme le fait de disposer de savoirs adéquats au sujet de cultures particulières, de connaissances générales sur les questions qui peuvent se poser dans les contacts entre personnes de cultures différentes, le fait de pouvoir manifester une attitude réceptive qui encourage l'établissement et le maintien de relations avec divers autres, et d'avoir acquis l'aptitude à utiliser ces connaissances et cette réceptivité dans les interactions avec les individus appartenant à des cultures différentes. Pour l'UNESCO, et ça c'est vraiment dans leur publication de 2020 toute récente, ils vont dire que les compétences interculturelles impliquent le respect, la conscience de soi, l'aptitude à regarder les choses sous un angle différent, l'écoute, l'adaptation, l'aptitude à établir des relations et l'humilité culturelle. Donc on est vraiment principalement dans l'éducation à l'interculturalité, dans le domaine socio-affectif, la capacité à être empathique, à être à l'écoute, etc. Et du coup, beaucoup d'activités qui tombent dans le développement de ces compétences-là vont être considérées comme des activités d'éducation interculturelle. Dans le domaine de l'ECM, évidemment, on va penser à tout ce qui est échange interculturel, voyage, bénévolat au Sud, séjour d'échange Nord-Sud, formation autour des cultures, projet de correspondance entre les élèves dans des écoles du Nord, dans des écoles du Sud, activités qui visent à aller à l'encontre des migrants en Belgique, etc., etc. Tout ça va être considéré comme des activités d'éducation à l'interculturalité. Mais en fait, il se trouve que depuis quelques années, ce modèle de l'interculturalité en fait, est très discuté et très critiqué, surtout depuis 2-3 ans, ça devient la littérature principale. En fait, il y a une littérature qui est très critique sur ces choses-là. Et les critiques en fait, vont se porter sur deux aspects principaux. Le premier aspect, en fait, c'est que la première critique, c'est qu'il y a une dimension paradoxale, en fait, dans le modèle interculturel, puisque à la fois, il va proposer une célébration de la diversité, une écoute, un respect des vues de chacun, et en même temps, il vise quand même à terme une adhésion et un consensus autour de valeurs dites universelles. Donc la question qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on peut à la fois supporter, apprécier, célébrer les différentes manières de comprendre et de voir le monde, et trouver qu'elles sont pertinentes et légitimes, et à la fois demander qu'il y ait un consensus qui s'opère autour de la tradition occidentale libérale des valeurs universelles. Donc là, dans le domaine académique, on va commencer à dire qu'il y a une forme de paradoxe et qu'il faudrait résoudre ce paradoxe. Et la deuxième critique principale, c'est que l'interculturalité apparaît comme un modèle qui n'est pas concerné par les questions de justice sociale et de relations de pouvoir. Donc, la question qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on peut mettre en place un vrai dialogue interculturel si les relations de pouvoir qui sont liées à des questions raciales, au système de privilèges et d'exploitation ne sont pas explicitées et ne sont pas discutées. Donc pour ces critiques, le modèle interculturel qui cherche à développer le respect, la tolérance des uns vis-à-vis des autres ne participe en fait pas à plus de justice sociale, puisque les injustices ne sont pas liées aux questions culturelles, mais elles sont plutôt liées aux conditions matérielles et politiques dans lesquelles vivent les populations qui sont marginalisées.
Donc, le problème pour cette critique, en fait, c'est que le modèle interculturel va situer l'origine des discriminations dans le manque de sensibilité, d'empathie et de connaissance des individus, donc dans le fait que les individus ne sont pas poussés à aller à la rencontre des autres. Et donc, pour le modèle interculturel, la situation peut être changée par des efforts qui visent à combattre les préjugés, la promotion d'une sensibilité aux cultures et les connaissances envers les autres cultures. Or, le développement de la tolérance et du respect pour la diversité chez les individus, pour ce courant critique, ne challenge en fait en rien les hiérarchies établies et les discriminations systémiques. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la critique principale qui rejoint tous les courants critiques de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, ces deux critiques principales, donc la dimension paradoxale et le fait que l'éducation à l'interculturel en fait n'adresse pas les questions de pouvoir et les questions systémiques, elles vont faire écho aussi dans le domaine de l'éducation à l'interculturalité, donc dans tout ce qui est finalement la dimension éducative du modèle interculturel. La dimension paradoxale du cadre interculturel, elle va rejaillir dans l'éducation à l'interculturalité sous cette question. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier pédagogiquement l'objectif transformatif de l'éducation à l'interculturalité, puisque normalement, dans l'éducation à l'interculturalité, le dialogue doit changer les deux interlocuteurs, et en même temps, dire qu'il y a une dimension transformative, et en même temps, dire qu'on doit par avance fixer les objectifs du changement, puisque les objectifs du changement doivent être ce consensus autour des valeurs universelles. Et la deuxième critique, qui est la critique d'une absence de l'axe justice sociale, va poser en fait la question de l'utilité de l'éducation à l'interculturalité. Puisque si l'objectif de l'éducation à l'interculturalité, ce n'est pas de viser plus de justice sociale, comment, mais plutôt de célébrer les cultures et de les promouvoir, finalement, quelle est la finalité de la promotion des cultures? Et donc, c'est pourquoi certains chercheurs critiquent l'éducation interculturelle en avançant qu'en fait, elle participe premièrement à une essentialisation culturelle et deuxièmement à une folklorisation culturelle. L'essentialisation culturelle, c'est une critique, je pense que vous connaissez toutes, hein, qui est assez récurrente face à l'éducation à l'interculturelle. Et ça consiste à dire en fait qu'une bonne partie de l'éducation à l'interculturalité, elle est basée sur l'idée qu'il faut et qu'on peut connaître la culture des autres et qu'on peut être ouverte à la culture des autres. Mais ça implique que la culture est quelque chose qui peut être connu, et donc que la culture, c'est quelque chose qui est comme une espèce de donnée naturelle, une naissance qui serait partagée par un groupe qu'on appelle groupe culturel, donc un groupe qui partage quelque chose qui serait une culture. Et ça pose problème parce que la plupart des recherches, mais depuis déjà pas mal d'années, montrent en fait que les cultures, c'est pas quelque chose qui existe, qui serait quelque chose qui serait une possession des individus, mais que c'est quelque chose en fait de très très complexe et qui est traversé par beaucoup de dynamiques qui sont très différentes et qui concernent aussi bien le genre, la position sociale, la position économique, etc., et pas juste un attribut culturel. La deuxième critique, qui est la critique de la folklorisation culturelle, elle repose sur l'idée que beaucoup de programmes en fait, d'éducation interculturelle se contentent de mettre en avant des caractéristiques culturelles considérées comme folkloriques, et donc par exemple d'organiser des journées autour des cuisines du monde ou de la danse, etc. etc. Et qu'en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des caractéristiques qui sont considérées comme folkloriques et elles organisent une promotion et une célébration autour de ces caractéristiques-là. Et donc, ça, c'est les deux principales caractéristiques qu'on peut retrouver dans l'éducation à l'interculturalité. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du débat aujourd'hui? C'est qu'on essaie de dépasser en fait, ces deux critiques-là et de réinventer l'éducation à l'interculturalité, d'où le titre du séminaire. Est-ce qu'il est temps de changer? Est-ce qu'il est temps de changer notre manière de faire de l'interculturalité? Et si oui, vers quoi est-ce qu'on peut aller? Et les propositions qui sont faites dans la littérature sur ce plan-là, en fait, ce n'est pas des prescriptions qui seraient normatives ou ce n'est pas un contenu qui serait déjà donné, mais c'est une invitation à être attentif à certains détails, principalement trois que je vais vous dire. La première chose, c'est que si on veut aller vers une éducation à l'interculturalité qui soit plus critique et qui soit moins essentialisante, moins folklorique, les chercheurs préconisent qu'on puisse redéfinir déjà ce qu'on entend par culture, par différence culturelle, par identité ethnique, par identité culturelle. Donc, en fait, quand on fait de l'éducation à l'interculturalité, on devrait tous se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est quoi une culture? Comment est-ce qu'on définit les identités culturelles? Et donc, pour ces chercheurs critiques, ça impliquerait une prise en compte des dynamiques complexes et intersectionnelles qui composent les identités individuelles et le développement aussi de l'idée qu'en fait, on est tous traversés par ces dynamiques complexes. Et donc, il n'y a pas nous et les autres. Et les autres étant, pour une partie de l'éducation à l'interculturalité, ceux qui présentent une identité culturelle à l'égard de laquelle nous devons être curieux et tolérants. En réalité, nous présentons tous
des identités qui sont multiples, qui sont traversées par des courants culturels, par des caractéristiques culturelles, mais aussi par toute une autre série de caractéristiques qui n'appartiennent pas forcément au domaine de la culture. La deuxième chose à laquelle il recommande d'être attentif, c'est qu'on doit aussi définir par ce qu'on entend, par citoyenneté et vivre ensemble. Si l'éducation à l'interculturalité vise un meilleur vivre ensemble, qu'est-ce qu'on entend par vivre ensemble? Et comment est-ce qu'on pourrait construire un vivre ensemble et une nouvelle identité citoyenne qui soit réellement inclusive, c'est-à-dire qui soit une construction collective. La troisième chose à laquelle il demande d'être attentif, c'est essayer de redéfinir ce que nous, on entend par cohésion sociale. Si on vise la cohésion sociale, qu'est-ce qu'on entend par cohésion sociale? Et il recommande en fait de distinguer la paix sociale et la cohésion sociale. La paix sociale, en fait, ce serait un état dans lequel les différentes personnes d'une société puissent vivre relativement en paix. Et donc, ça, c'est accessible à une forme d'éducation puisqu'on peut éduquer, par exemple, à la résolution de conflits. Par exemple, on peut éduquer à la tolérance pour pouvoir adresser des situations de conflit. Et ils disent en fait que la paix sociale, elle est différente de la justice sociale, puisque la justice sociale exige d'adresser des questions qui sont systémiques et pas des questions qui sont des questions de relations entre individus qui pourraient participer à plus de paix sociale. La deuxième dimension qui est, je pense, la plus discutée dans la littérature maintenant, c'est cette fameuse dimension de la justice sociale. Est-ce que l'éducation à l'interculturalité devrait viser la justice sociale? Est-ce qu'elle devrait adresser des questions systémiques? Et si oui, comment le faire? Et notamment, je trouve assez intéressant, il y a une chercheuse qui travaille à Gaza et qui fait de l'éducation à l'interculturalité à Gaza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire de l'éducation à l'interculturalité entre Palestiniens et Israéliens dans une situation de guerre? Elle, en fait, elle en tire comme conclusion que finalement, la connaissance de l'autre, la sensibilisation à la culture de l'autre, le développement de l'empathie et du respect, en fait, ne règle aucun problème à partir de son terrain de Gaza, puisqu'en fait, toutes ces connaissances-là ne changent pas la violence structurelle qui maintient les inégalités vivantes. La question alors qui devrait se poser dans l'éducation à l'interculturalité, c'est est-ce que cette éducation améliore la vie des gens qui subissent des violences ou qui souffrent d'une situation économique désastreuse? Et si la réponse est non, pour elle, ça veut dire que l'éducation à l'interculturalité, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, est-ce que nous, on veut faire de l'éducation à l'interculturalité qui change les choses? Si oui, elle préconise en fait d'adresser toutes ces questions qui sont vraiment les questions systémiques de justice sociale, de discrimination, de rapport de pouvoir, etc. Et donc, il propose que l'éducation à l'interculturalité puisse orienter son propos et ses objectifs vers les questions de justice sociale, plutôt que de mettre l'accent sur les questions culturelles et la célébration de la diversité. Pour eux, non seulement le focus sur les cultures cache le fait que ce sont les conditions politiques et socio-économiques des gens qui créent les inégalités, et pas leur appartenance culturelle, mais ils estiment également que l'objectif de l'éducation interculturelle, en tant qu'elle cherche à développer une forme d'égalité culturelle, est flou. Premièrement, parce que l'égalité culturelle ne remet pas en cause l'exigence d'adhésion autour de valeurs qui sont en fait ces fameuses valeurs libérales occidentales, et d'autre part parce que l'égalité culturelle est un concept qui est flou et qui est très très mal défini et qui peut conduire au relativisme culturel, à savoir un discours qui dit toutes les cultures se valent, tout est bien, on est juste dans le respect et la tolérance. Et donc pour eux, en fait, il faudrait remplacer cet idéal d'égalité culturelle par un autre idéal qui serait l'idéal de l'égalité sociale, qui impliquerait une réorientation vers les questions de justice sociale et inclurait des réflexions, par exemple, autour des thématiques de redistribution, de partage du pouvoir et de partage des ressources. Et donc, finalement, l'objet de l'éducation à l'interculturalité serait bien plus une discussion autour de ces questions systémiques de rapport de pouvoir, de redistribution, de partage, plutôt qu'une discussion sur la promotion de la diversité, le fait qu'on est dans un monde où il faut être ouvert et tolérant aux différentes cultures qui vivent en fait avec nous. Donc, traduit dans le champ de l'éducation et de l'éducation à l'interculturalité, ça exigerait en fait que cette éducation explore des questions qui sont plus larges, qui sont relatives au contexte socio-historique, qui sont relatives au contexte économique et politique dans lesquels prennent place les relations humaines. Alors, pour terminer mon introduction, je voulais juste vous lire un petit texte qui a été écrit par Gorski, qui est en fait le fondateur de ID Change, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en fait une organisation aux États-Unis qui fait de l'éducation à l'interculturalité. Et en fait, toutes ces questions ont déjà été traitées depuis, ça fait une dizaine d'années que c'est le nom de la personne, c'est Gorski. Mais en fait, le texte sera accessible ensuite sur le blog. Hein. Toutes les références que je cite seront accessibles dans le texte. Voilà, donc ça fait en fait 10 ans que lui, il est arrivé plus ou moins à cette conclusion et que la recherche en général arrive à cette conclusion. Et ce que je trouve en fait intéressant, c'est que
quand vous lisez, en fait, tout ce qui sort pour le moment dans les revues académiques d'éducation à la citoyenneté mondiale, d'éducation à l'interculturalité, etc., on se rend compte qu'en fait, on est vraiment à un carrefour. C'est ce qui explique le titre du séminaire, Est-il temps de changer? Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on est en train de prendre un tournant qui est beaucoup plus critique et d'essayer de redéfinir en fait le contenu de l'éducation à la citoyenneté mondiale, le contenu de l'éducation à l'interculturalité, pour aller non plus vers des questions qui sont des questions qui étaient des questions qui reposaient beaucoup sur les individus, la volonté des individus, finalement, à être des personnes éthiques, à être des personnes respectueuses des autres, par exemple dans le champ de l'interculturalité, à être des personnes qui avaient les capacités à entrer en dialogue avec les autres, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas ce qu'on pourrait appeler notre culture, mais qu'on est vraiment en train de prendre un tournant qui est un tournant beaucoup plus systémique, de se dire, finalement, si ces éducations à la citoyenneté mondiale ou à l'interculturalité doivent servir à quelque chose, elles doivent servir à repenser en fait une dimension politique. Dans quel monde voulons-nous vivre implique des questions politiques, implique des questions comment on veut vivre, comment est-ce qu'on veut entrer en relation avec les autres, quelles questions doivent être posées. Et c'est ça, en fait, je pense que si vous devez retenir quelque chose de cette introduction, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de voir vraiment qu'on est dans un shift. Et dans la littérature, en fait, la littérature la plus conséquente, ce qui est en train d'être le plus produit, se trouve dans ce courant critique. Et c'est ça qui est en train d'être le plus innovant, avec des gens qui testent des choses, qui testent des dispositifs, des praticiens qui s'en emparent et qui essayent de voir, tiens, comment est-ce qu'on peut transformer tout ce qui est dit dans la littérature en contenu dans nos programmes d'éducation à la citoyenneté mondiale, dans nos programmes d'éducation à l'interculturalité. Et donc, cette personne, Gorski, qui est le fondateur de cette ONG ID Change, a écrit un texte il y a 10 ans que je trouve chouette, qui dit, alors il l'a écrit en anglais, je l'ai traduit en français, mais je ne pense pas que le français est très beau, mais bon, je vous le lis. Il dit, en tant qu'enseignant en éducation à l'interculturalité aux États-Unis, la prise de conscience qui a été la mienne et qui m'a conduit à réaliser l'importance d'adresser les contextes sociopolitiques dans l'éducation à l'interculturalité m'a laissé dans un corridor face à 2 portes. Je vois la plupart des personnes qui se considèrent comme des éducateurs en interculturalité entrer par la première porte, celle qui est la plus facile à ouvrir, qui donne accès à un espace où l'on peut ignorer les questions de pouvoir et d'oppression, un espace où elles sont acceptées et considérées comme normales ou inévitables, un espace où l'on célèbre la diversité, la communication interculturelle et où l'on résout les conflits sans dépenser un gramme d'énergie à reconstruire la société à un niveau plus fondamental. Et je suis tentée de les suivre, de participer avec des bonnes intentions et d'en rester à la surface de la sensibilisation culturelle. Et je vois beaucoup moins de personnes et encore moins d'organisations choisir la deuxième porte. Cette porte qui est plus lourde et qui est placée à un endroit absolument pas pratique et qui conduit vers un espace de vulnérabilité personnelle et institutionnelle. Comme tous les éducateurs en éducation à l'interculturalité, je dois choisir. Dois-je me résigner? Dois-je faire de l'éducation à l'interculturalité d'une manière qui ne dérange pas la réalité sociopolitique? Ou dois-je choisir la vulnérabilité et opter pour une pratique de l'éducation à l'interculturalité qui ne vise rien de moins que la reconstruction sociale? Et qu'est-ce que ma décision révèle de qui je suis? Voilà, je trouvais ce texte qui était, je trouvais que ce texte était bien, je trouvais que ça finissait bien cette introduction. Je vais laisser la parole à Hélène qui va essayer de vous partager en fait comment est-ce que nous, chez Enabel, on a essayé de réfléchir pour articuler cette nouvelle littérature et ces nouvelles questions à des programmes d'éducation à l'interculturalité qui sont déroulés sur le terrain. Voilà, j'arrête ma vidéo et mon micro. Voilà, merci Cécile. J'attends le PowerPoint, génial. Donc merci Cécile pour ce cadre théorique et cette introduction aux écueils généraux. Alors ce que je vais vous partager maintenant, c'est comment ces réflexions ont alimenté la construction du projet d'échange de pratiques professionnelles entre formateurs et formatrices d'enseignants belges et ougandais. Alors, on peut passer à la slide suivante, oui. L'idée de cet échange est née de la réflexion qu'il est compliqué, voire difficile pour des formateurs et formatrices d'enseignants belges, en fait, formateurs et formatrices d'enseignants, d'enseigner les thématiques de citoyenneté mondiale sans être eux-mêmes nourris par des réflexions suscitées par des rencontres et des échanges avec des personnes vivant des réalités différentes aux leurs. Par contre, notre inquiétude dans la mise en place de ce projet était de tomber bon gré mal gré dans les écueils de certains programmes d'échange dits interculturels. Et donc, on s'est attelé à faire une rapide revue de la littérature qui nous a permis de rassembler en fait une dizaine d'écueils, dont certains qui ont été mentionnés par Cécile, qui ont été mis en avant du coup par plusieurs auteurs. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc le premier écueil, c'est
un des écueils que Cécile a mis en avant, donc c'est l'essentialisation culturelle. Et donc, c'était l'idée, en effet, que les différences reposent uniquement sur les spécificités culturelles, sans prendre en compte les systèmes de domination et les problèmes plus systémiques. Alors, les pistes pour y répondre, en tout cas qu'on a trouvé dans la littérature, c'était avoir un enseignant ou un mentor local pour expliciter la réalité, des espaces de réflexivité, de dialogue, et alors il y avait une proposition d'enseigner en tandem avec des professeurs locaux qui permettraient de mieux comprendre ce dans quoi les enseignants s'intègrent. Alors, le deuxième écueil qui a été retrouvé, c'est la prise en compte insuffisante du contexte local et géopolitique. Et donc, ça dit ce que ça doit dire. Et donc, en général, pour combler à ça, la proposition, c'est de faire une formation et le mentorat local reste du coup d'actualité. Ensuite, c'est l'établissement des objectifs unilatéraux dans pas mal de projets ou de programmes d'échange. Les objectifs sont fixés principalement par les organisations du Nord. Du coup, ici, il y a vraiment un accent qui est mis sur l'élaboration d'objectifs communs et l'identification des ressources et des contraintes de chacune des parties. Voilà. Alors, le suivant, c'est une vision caritative des partenaires du Sud. Donc, c'est les volontés de levée de fonds ou de dons aux partenaires du Sud. Et donc, ici, l'idée, c'est vraiment de bien choisir son partenaire, d'inviter à comparer ce qui est comparable aussi et d'éviter les distorsions géographiques. Donc, de ne pas, par exemple, inviter à comparer une école de Bruxelles avec une école qui se trouve en campagne dans un autre pays. Et ensuite, l'écueil suivant, c'est la non prise en compte des barrières linguistiques. Parfois, l'anglais ou le français est la deuxième ou troisième langue du pays où on va, et même de la Belgique. Et donc, ça, c'est à prendre en compte dans son choix du partenaire pour que chacun puisse s'exprimer dans les nuances et bien comprendre en fait les réalités où il va et d'où il vient. On peut passer à la slide suivante. Alors, il y a l'écueil des voyages touristiques qui se trouve souvent dans un problème de la qualité. Oui, donc c'est un problème de qualité en général. Et donc, l'idée ici, c'est de développer de créer des critères de sélection rigoureux et des structures réciproques qui partagent du coup les bénéfices dans le pays d'origine et de destination. La proposition, c'était aussi à nouveau de faire travailler les enseignants côte à côte avec leurs pairs et leurs partenaires d'accueil afin qu'ils puissent vraiment s'immerger pleinement dans l'environnement dans lequel ils arrivent. Et l'autre moyen d'éviter, ou en tout cas de pallier à cet écueil, c'est d'apporter un soutien par le biais d'une formation pédagogique un peu plus poussée. Alors, l'écueil suivant, c'est un écueil que Cécile a mentionné, entre autres, c'est le renforcement des postures postcoloniales en n'offrant pas en fait des connaissances et des théories et des manières de comprendre le monde du pays dans lequel on va. Et donc, c'est l'idée vraiment d'adresser aussi les problèmes structuraux des questions de justice sociale et des relations de pouvoir dans ces genres d'échanges. Ouais, la slide suivante. Et alors, le 9e écueil, c'est qu'il n'y a pas dans certains programmes, il n'y a pas de remise en cause des visions du monde. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les visions du monde implicites, souvent néolibérales des participants, ne sont pas remises en cause et agissent comme des filtres sur leur expérience. Et l'attention est naturellement attirée sur la différence la plus évidente, sans nécessairement comprendre l'influence du passé sur comment est-ce que cette différence s'est créée, sur l'inégalité, comment est-ce qu'elle s'est produite et qu'est-ce qui fait qu'elle perdure encore aujourd'hui. Et plusieurs recherches ont montré que des expériences interculturelles, qu'il s'agisse de visites d'études à l'étranger, de stages à l'étranger pour les enseignants, pour les directeurs d'école, ou d'une expérience directe sur le terrain via l'apprentissage communautaire ou l'apprentissage par le service, n'entraînent pas en soi une meilleure compréhension, une réflexion critique sur les questions mondiales et les questions de développement. Alors le dernier, ce qui est évidemment en lien avec les deux précédents, c'est le renforcement des stéréotypes et les croyances existantes. Donc, c'est quel récit est-ce qu'on ramène au retour
Et du coup, dans ces récits que les enseignants peuvent raconter à leurs élèves, il faut évidemment faire attention aux récits qui peuvent être figés et renforcer les stéréotypes et les idées fausses sur le pays qu'ils ont été voir, dans lequel ils se sont immergés. Parce que du coup, ce que plusieurs auteurs mettent en avant, c'est que les participants à ce genre de voyage souvent se concentrent sur ce que Jorgensen appelle les 4 D, c'est-à-dire la danse, l'habillement, le dialecte et le régime alimentaire. Et ça occulte évidemment les similitudes justement entre les cultures et les similitudes des systèmes de domination, comme l'impérialisme, le néolibéralisme ou l'hégémonie en place. Voilà, donc ça c'est les 10 écueils en fait qu'on a rassemblés et sur lesquels on s'est chaque fois questionné un peu plus en profondeur. Donc, il nous est rapidement apparu que la question de l'interculturalité, comme Cécile le disait plus tôt, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue et que nous, on ne la traiterait pas directement dans cet échange. Et donc, concrètement, l'échange a consisté à avoir 4 formateurs, formatrices d'enseignants belges de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 5 formateurs d'enseignants et enseignante ougandaises. Et du coup, il y a eu une visite des professeurs belges en Ouganda en mars 2020 et il devait y avoir et il y aura une visite des professeurs ougandais en Belgique. C'était initialement prévu en mai 2020, mais elle aura lieu en octobre 2021. Ouais. Alors, ce qu'on a réussi à faire par rapport à ces écueils et par rapport à ces réflexions, je dirais que le focus de l'échange qui a vraiment été mis sur les points communs entre les participants, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis l'accent sur l'échange des pratiques professionnelles des enseignants. Et donc, l'interculturalité n'a vraiment pas été le centre de l'attention. La base du projet était vraiment la collaboration autour des questions communes qui animent les formateurs d'enseignants, c'est-à-dire autour des questions pédagogiques principalement. Alors, les objectifs de l'échange ont été co-construits et établis de manière conjointe en regroupant les attentes des deux parties, tant sur les pratiques que sur la thématique. Et donc, les objectifs étaient du coup la mise en lien de formateurs et formatrices enseignants pour échanger sur leurs pratiques de formation des futurs enseignants avec l'exploration des stages, des micro-leçons, des modèles de leçons, la pédagogie active et l'utilisation des technologies en classe. Et alors, il y a un échange pour développer la manière d'ancrer le CM et de faire pratiquer le CM aux futurs enseignants autour d'une thématique. Et alors, le dernier objectif, c'était de co-construire un cours lié à une thématique d'éducation à la citoyenneté et co-enseigner cette leçon. Et en fait, ce dernier objectif a été le fil rouge principal en tout cas de la première semaine qu'on a fait et qui continuera à être le fil rouge de la deuxième semaine. Et donc, la co-construction et le co-enseignement par binôme belgo-ougandais autour de la thématique commune. Ici, la thématique qui a été choisie, c'est la thématique du genre. Et donc, ça répond un peu à l'écueil de faire le focus sur les points communs, sur le dialogue et sur l'idée de la reconnaissance de l'autre comme un interlocuteur valable et pas de juste venir observer et faire ses propres interprétations. Donc, là où on a utilisé aussi l'écueil du mentorat, du mentorat et du décentrage, c'était vraiment ils ont été faire des observations des futurs enseignants en stage, ils ont donné des feedbacks et des débriefings communs en pair à nouveau belgo-ougandais, ce qui a permis d'avoir une meilleure compréhension de la situation de ce qui se passait réellement en classe et de pas les interpréter avec uniquement leurs propres lunettes ou leurs propres perspectives. Ils ont fait ces observations aussi de d'autres enseignants de la haute école pédagogique dans laquelle on a été en Ouganda, à nouveau en pair belgo-ougandais. Et alors, il y a eu cette exploration conjointe de la thématique du genre au travers d'outils d'éducation à la citoyenneté mondiale, au travers de théories, d'outils d'intelligence collective et d'éducation populaire. Et donc là, il y a vraiment cette idée de co-construction du savoir et des connaissances et une remise en cause plus structurelle des différences et des systèmes de domination. Et donc là, le groupe a pu partager leur réalité de leur propre pays et les perceptions qu'ils ont sur les partenaires du Sud et les explications en fait, que chacun a pu développer par rapport à ça.
Et le dernier point fort, je pense, du projet, ça a été que les hôtes, ici, nos partenaires ougandais, ont pris le temps de présenter la situation actuelle du pays, le système éducatif, les politiques en cours et notamment la réforme récente de la formation initiale des enseignants en Ouganda. Et donc ça a permis de renforcer la prise en compte du contexte local et géographique dans lequel on s'est inséré pendant une semaine. Alors, ce qui nous questionne encore pas mal par rapport à cet échange, c'est la barrière de la langue. L'anglais n'était pas suffisamment maîtrisé par tous les participants belges, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir vraiment aller dans toutes les nuances. Donc ça, c'est un point d'attention qu'on garde. Le deuxième point qui nous questionne, c'est qu'une semaine, c'était beaucoup trop court, beaucoup trop court pour traiter de toutes les thématiques, pour pouvoir vraiment redonner le cours qu'ils ont donné en Ouganda, pouvoir leur donner plusieurs fois, faire cette expérience-là. Et donc, on a pensé qu'il faudrait faire au moins voilà, que le temps devrait être au moins de 2 semaines, à maximum 1 mois pour un échange professionnel, dû aux contraintes aussi familiales des formateurs d'enseignants. Alors, le point suivant, c'était de faire intervenir les acteurs et actrices locaux impliqués dans la thématique choisie. C'est vrai qu'en une semaine, en fait, on n'a pas eu le temps d'avoir aussi des experts ougandais qui viennent nous parler des thématiques de genre en Ouganda. Et inversement, en Belgique, ça va être, quand ils viendront, ça va être chaud de pouvoir inclure ça dans le programme. Alors, pour pousser le projet et le programme un peu plus loin, il y avait aussi cette idée de mettre ensemble des formateurs et formatrices enseignants, mais qui enseignent le même cours, dans le sens où, jusqu'à présent, les échanges sur les pratiques professionnelles sont centrés surtout sur les pédagogies utilisées et sur les méthodes, alors qu'il y a encore tout un pan qui pourrait être discuté et sur lequel il pourrait y avoir un échange très intéressant, c'est sur le dialogue des contenus de cours. Qu'est-ce qu'ils donnent à leurs élèves en Ouganda, qu'est-ce qu'on donne ici et pourquoi. Et ensuite, nous, on a eu un petit souci au niveau du projet, c'est que la formation préparatoire au voyage n'a pas été très fournie parce qu'on a il y a eu beaucoup de changements dans l'inscription, enfin voilà, dans les participants qui allaient participer. Et donc, on a dû faire ça un peu à la va-vite. Et donc, l'idée serait de renforcer cette formation préalable. Et là, on est encore à l'heure actuelle sur la question du suivi post-échange. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment et là, on n'a pas encore de réponse, mais donc c'est encore un des points qui nous questionne à l'heure actuelle. Donc voilà, là, je vous aurais partagé un peu la réflexion qui a animé ce projet et continue de l'animer vu qu'il n'est pas encore fini. Et je vais vous proposer en fait, je vais vous partager mon écran pour vous montrer la vidéo de capitalisation du coup de cette première partie d'échange en Ouganda il y a 1 an. Juste... Ça s'affiche pas. My expectations were to discover how Uganda is treating the subject of global citizenship education and what we can learn from them, and also to test some tools that we have at Annoncé la Couleur to see if they're working in the south also. That both in Uganda and in Belgium we share a lot. Talk about gender inequality is in Uganda and also in Belgium. Talk about sexual harassment. What is in Uganda is happening in Belgium. It may happen in different ways, but really it is happening. I was really happy about the subjects that Enable chose, meaning global citizenship. It's the perfect setting to do it, with this particular focus on gender, which I'm very interested in.
How do you feel? Ask yourself. We shared to the extent of now teaching together. We went to class together and shared the lesson taught together, and it gave me a lot of insight to know what happens. C'est super enrichissant d'un point de vue enseignement parce que j'apprends des choses que je pourrais transmettre aussi à mes étudiants, que d'un point de vue culture et façon de vivre. On a pu se rendre compte des pratiques dans les classes, des émotions que les enseignants pouvaient avoir par rapport à ces pratiques. On a fait beaucoup d'analyses et alors on a mis en place de nouvelles pratiques, on a co-créé des dispositifs. Donc je crois que l'échange est très positif à ce point-là. I've built a lesson with someone completely different from me, not only because he's a general method teacher and I'm not, but also because he's from such a different culture and background than me. And I really was scared about that. I really had doubt that it could be doable, especially on gender, because I had all my idea about what gender was in Uganda. And well, first of all, I was very surprised to learn about the situation here. I feel transformed and I have a global outlook now. I like the way my students were inquiring and finding out issues that relates to their life in the concept we taught and how it relates to their visitor who came from Belgium. So in a way, that one we would want to go and also transfer to our institution where we have come from. I'm so grateful. Donc on part d'un problème, on essaye de résoudre le problème, on met en groupe, on fait travailler les élèves et ça, que ce soit en Ouganda ou en Belgique, c'est ce qui est attendu des professeurs, formateurs, d'enseignants. I think this exchange project was just awesome. It really met the expectations. And at the beginning I was also a bit anxious, like how will Belgian lecturers coming to Uganda for the first time react? I was afraid they would be overwhelmed by the differences they would see between the Belgian educational system and the Ugandan educational system. But actually what I'm very proud of is that they did not focus on the differences, but they really focused on the similarities they have and what they can learn about similarities and how they can handle it. I feel extremely delighted. I'm very happy about this exchange because it's going to improve on my knowledge of how to handle my students using active teaching and learning methods as well as techniques. Ils sont sûrs d'eux, ils prennent des groupes de 50, 60 élèves et ils y vont, ils foncent, ils sont sûrs d'eux parce qu'ils ont eu le primaire, le secondaire, on n'a pas arrêté de les féliciter pour ce qu'ils disaient et on les félicite 10 fois par heure et c'est l'ensemble du groupe qui les félicite et ça je trouve ça extraordinaire. I hope that this will change how they teach also, because they can really make the link and interconnections between Belgium, Uganda, but also with the bigger picture of the world and seeing that it's not just a small problem, but it's really a more wide problem that has to be resolved. And yeah, I hope they'll go back to their pre-service teacher differently after this exchange. Voilà. Donc voilà, pour clôturer, c'est humblement que l'on vous partage nos réflexions qui sont constantes et en évolution. Et on serait super intéressé d'entendre comment vous faites dans vos pratiques d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et surtout, comment ça se passe, parce qu'ici, on est dans des pratiques professionnelles avec des formateurs d'enseignants, mais comment transposer ces questionnements avec les échanges qui
les programmes qui sont autour des échanges avec comme bénéficiaires les élèves, et est-ce que ce sont des écueils que vous prenez en compte ou non. Voilà, il n'y a pas de réponse toute faite et on est intéressé d'échanger là-dessus. Merci Hélène. C'est bien, on voulait entamer le round de questions-réponses à Cécile et Hélène, mais là, voilà, la question s'adresse justement au public. Donc pour rappel, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je les relayerai à Cécile ou Hélène en fonction de à qui votre question s'adresse. Vous n'avez effectivement pas la possibilité d'ouvrir votre micro, voilà, pour des raisons de facilité de connexion et d'échange. Donc j'attends de voir des petits chiffres qui apparaissent là dans le chat pour réagir, répondre à la question d'Hélène. Voilà, comment est-ce que vous faites dans vos pratiques? Quels sont peut-être comme Hélène le disait, hein, des bons tuyaux ou des bonnes expériences à partager, ou à l'inverse, hein, des écueils peut-être dans lesquels vous êtes malgré vous tombé, vous avez été confronté. Mais en attendant que vous formuliez vos questions, peut-être, Hélène, à la fin de la vidéo, justement, tu termines sur une note d'espoir en disant, tiens, est-ce que j'espère que ça va percoler au sein des hautes écoles en Belgique, et en Ouganda, bien sûr, mais bon, la situation, évidemment, depuis l'année passée est telle que nous la connaissons toutes et tous. Mais est-ce que depuis ce voyage, il y a eu d'autres échanges, des retours, des enseignants qui ont pu peut-être en discuter avec leurs étudiants, futurs profs? Est-ce que tu sais s'il y a eu des échanges encore avec les profs ougandais, voilà, ou si vraiment vous attendez, voilà, impatiemment, je suppose, la rencontre avec les Ougandais ici en Belgique. Tu as un retour là-dessus, Hélène, par hasard? Alors, il y a un contact qui a été gardé entre formateurs belges et formateurs ougandais. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel il y a des échanges, mais avec le temps, évidemment, ça s'étiole un peu. Et j'ai peu de retours des formateurs belges sur qu'est-ce que ça a changé dans leur pratique. C'est vrai qu'il y a eu peu de suivi parce qu'on était dans l'expectative de faire cette deuxième semaine d'échange qui est très importante. Et donc, comme elle s'est reportée et la situation faisant que ça a demandé pas mal d'adaptation pour les formateurs d'enseignants dans leur propre profession, on n'a vraiment pas creusé la question à l'heure actuelle. Mais donc, on attend impatiemment d'être en octobre 2021. J'imagine, nous aussi, hein, là vous avez ouvert plus que la porte à la curiosité, voilà, pour connaître un petit peu plus sur la suite du projet. Marie, excuse-moi, j'interromps, mais peut-être que le plus simple, parce que c'est vrai que c'est difficile de partager une expérience par chat, si c'est possible, Nora, si quelqu'un veut juste marquer dans le chat qu'il a envie de parler, peut-être Nora, tu peux juste ouvrir le micro de la personne qui signale qu'elle a envie d'échanger. Je pense, pour moi, personnellement, je trouverais ça vraiment chouette s'il y a des gens ici qui sont présents, qui ont envie de partager, eux, comment ils font de l'interculturalité, quelles questions ils prennent en considération. Je trouverais ça vraiment chouette de pouvoir échanger sur ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer, qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles questions qui arrivent, etc. etc. Et c'est vrai que nous, on a un projet en interculturalité, mais on n'en a pas beaucoup plus. Si quelqu'un veut prendre la parole, donc en signalant dans le chat qu'il a envie de parler. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Et pour rappel, effectivement, vous avez l'occasion de revoir la vidéo que l'on vient de visionner sur le blog wikicm.be une fois que le dossier sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui sera publié. Vous recevrez un mail vous informant de la publication de ce dossier. Vous retrouverez également le texte de Cécile et l'enregistrement de ce webinaire. Justement, Cécile, tu disais que tu avais un texte plutôt introductif. Moi, je trouvais qu'il était déjà pas mal aussi questionnant, hein, remuant. En tout cas, ça suscite la réflexion. Est-ce qu'on peut envisager, après le mois d'octobre,
fois que le projet aura complètement abouti, peut-être à une mise à jour ou un complément ou à une suite? Oui, j'imagine qu'on pourrait imaginer une suite. Moi, je ne suis pas spécialisée en interculturalité. Alors, moi, tout ce que je vous ai fait, c'est un petit résumé de ce que j'ai lu, de ce qui se passe pour le moment parmi les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là et parmi les praticiens qui essayent de s'emparer de ces questions-là, quoi. Et je pense que si on est ici entre praticiens qui font de l'éducation à la citoyenneté mondiale, je pense que c'est les gens qui sont ici, qui sont restés. Je crois que ça fait partie en fait d'une vague de questionnement qui arrive de plus en plus, qui est, enfin, ma position sur le sujet, de ce que moi j'ai déjà pu observer en général, c'est que tout ce genre de questions, en fait, les praticiens, en général, quand on est vraiment le nez sur le guidon, c'est difficile de dégager du temps pour se poser des questions qui sont plus fondamentales, et c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, il y a souvent un gap entre ce qui se passe dans l'académie, ce que les gens cherchent, etc., et puis ce qui se passe sur le terrain. Et très souvent, en fait, ce qui fait un tout petit peu le pont, c'est des grosses organisations qui, eux, ont des chercheurs aussi du style UNESCO, etc. Mais en fait, l'UNESCO, lui, développe une vision assez particulière, en fait, de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, quand nous, on se réfère principalement au texte et au référentiel de l'UNESCO, par exemple, en fait, on pratique une certaine manière de faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale qui n'est pas du tout celle qui est... il n'y a pas de consensus, en fait, autour de ça. C'est juste que l'UNESCO est le plus gros acteur du secteur et donc, voilà, et publie énormément. Et donc, on a tendance à se référer à ce qu'ils font. Et en fait, il y a énormément de choses qui se font, quoi. Et du coup, j'ai juste l'impression qu'il y a un shift, quoi, qui est en train de se passer, que comme d'habitude, c'est en train d'être discuté principalement par des chercheurs. Et puis, comme d'habitude, en fait, ce qui est discuté par les chercheurs arrive quelques années plus tard sur le terrain. Il y a toujours des ONG un peu plus précurseurs que d'autres, mais c'est souvent ce qui arrive, quoi. Et donc, je pense que d'ici, 2, 3, 4, 5 ans, toutes ces questions-là seront des questions qui seront devenues super mainstream, en fait, et qui vont devoir être intégrées dans tous les projets qu'on fait en éducation à la citoyenneté mondiale, en éducation à l'interculturalité, etc. Donc oui, il y aura sûrement une suite, parce que je vous dis, c'est des sujets qui sont très, très chauds pour le moment. C'est vraiment des sujets à la mode, entre guillemets, dans le monde académique. Donc oui, ça va sûrement arriver. Il y aura possibilité d'envisager une suite si jamais je m'y mets, oui. Merci Cécile. Voilà, merci Noémie aussi pour les questions. Donc, et Nora nous signalait que tout le monde a la possibilité d'ouvrir son micro et sa caméra, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais d'abord poser la question de Noémie. Donc, pour des projets d'échange entre jeunes, comment s'assurer que le voyage ne soit pas la seule motivation et assurer le maintien de l'implication et de la motivation des jeunes après? Alors, il n'est pas précisé si la question est pour Cécile ou pour Hélène. Je ne sais pas laquelle des deux se sent le plus... Hélène, pour toi. Hélène. Alors, j'ai pas vraiment de réponse toute faite, mais je dirais que ici, vraiment le point fort du projet, si je peux parler, mais c'est un échange professionnel, donc c'est pas exactement le même public. Ça a été vraiment cette idée de co-construction. Donc, ici, pour des jeunes, je dirais que c'est vraiment de construire un projet qui leur parle, depuis une thématique qui leur parle et qui leur donne envie de bouger et qui est commune avec un groupe dans un autre pays. Maintenant, moi, c'est vrai qu'une des questions sur lesquelles je reste, c'est est-ce que c'est nécessaire de voyager dans ces cas-là? Mais est-ce que le voyage est nécessaire à susciter la motivation? Ou est-ce que déjà, au travers d'échanges en ligne, ça peut être intéressant? Et je vois en même temps ma question rejoint celle de Kathleen. Est-ce que c'est possible de le faire à distance? Je pense que a priori, je dirais que ça vaudrait le coup d'essayer et de voir comment le faire, mais voilà. Je pense que les jeunes, s'ils partent de leur motivation et de ce qui les intéresse, le voyage ne sera pas l'unique motivation dans le projet. Voilà. Je ne sais pas si Cécile, tu as autre chose à rajouter, mais c'est ce que je répondrais comme ça rapidement. J'ai rien à rajouter, j'ai l'impression que c'est souvent une carotte, hein, le voyage. C'est ce qui fait que les gens ont envie de s'inscrire, etc. Parce que c'est clair que c'est toujours sympa de pouvoir prendre 2 semaines, mais comment assurer la motivation par ailleurs, je ne sais pas. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Pas pour le moment. Ou en retour de vos pratiques, hein, voilà, pour nourrir peut-être la suite du travail pour Cécile et Hélène après le mois d'octobre aussi, qui sait. Voilà, pour les plus timides, n'hésitez pas aussi peut-être à réagir quand même après coup en nous contactant par mail ou par téléphone pour partager vos expériences. Bon, ici, on est entre je dirais, opérateurs peut-être d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vos retours, vos expériences. Et voilà, et vos impressions aussi sur le shift peut-être que Cécile était en train de présenter. Est-ce que vous avez ressenti ça dans vos différents projets? Voilà, ce sont des questions qu'on vous adresse à vous. Ou alors ça suscite vraiment la réflexion en fait. Les gens sont en train de... Voilà, vous êtes peut-être en train d'assimiler peut-être tout ce qui a été partagé. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose alors d'en rester là. Pour cette fois-ci, en tout cas, je vous dis, ce n'est qu'une porte ouverte. Aujourd'hui, c'était une présentation qui sera donc disponible bientôt sur le blog Wikicm. N'hésitez bien sûr pas à réagir encore après coup, à prendre contact avec nous. On se fera une joie d'échanger sur cette thématique avec vous. Et si vous avez des suggestions aussi, nous restons bien sûr ouverts. Voilà, merci. Voilà, une vraie question qui a été posée. Voilà, c'est ça, hein, ça suscite la réflexion. Nous organisons des échanges nord-sud chez Quinoa. Avec des formations qui se sont ouvertes justement aux questions décoloniales, féministes, etc. Donc voilà, donc ça, vous êtes dans le shift alors. Oui, exactement. Merci Chiara. Pas de souci. Mais donc intéressant aussi, hein, donc je vois que voilà, vous dites que vous êtes toute nouvelle, mais donc avec vos retours d'expérience, n'hésitez pas à partager avec nous par la suite, ce sera un plaisir. Oui, mais même, je pense que ça pourrait même être intéressant de faire un truc plus informel entre praticiens qui font de l'interculturel en ECM, de se réunir une fois et puis de voir un peu comment on fait, quelles questions, quelles méthodes. Ça marche. Je vais de toute manière dire à mes collègues que j'ai assisté à ces séminaires et je vais voir s'il y a de l'intérêt pour cet échange informel. Oui, pourquoi pas. Chouette. Une question encore. Un autre écueil sur lequel on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les modèles plus normatifs de compétences transversales qui sont développés dans l'éducation à la citoyenneté mondiale ne deviennent pas juste des soft skills à acquérir pour son CV, à réfléchir. Vous nous donnez beaucoup de matière de réflexion. Merci pour la présentation. Merci à vous. Peut-être répondre à cette question-là. Oui. C'est très compliqué de s'assurer que ce ne soit pas des soft skills parce qu'une des certaines manières de concevoir l'éducation à la citoyenneté mondiale sont explicitement des manières d'acquérir des soft skills qui sont valorisables sur un CV. Donc en fait, les courants dominos, les programmes, disons l'idéologie ou la philosophie qui sous-tend les programmes les plus mainstream d'éducation à la citoyenneté mondiale visent en réalité à faire acquérir aux apprenants des compétences qui seront en effet valorisées sur un CV. Donc aujourd'hui, à partir d'un certain niveau de responsabilité, quand on veut avoir un job, en effet, il faut être multilingue, il faut savoir travailler en situation interculturelle, il faut être ouvert d'esprit, il faut avoir des compétences globales, ce qui est d'ailleurs évalué par le CDE quand il fait le test PISA, c'est ça en fait qu'ils évaluent. Donc en fait, je crois qu'il faut juste être conscient qu'une grosse partie de l'éducation à la citoyenneté mondiale vise à ça, tout simplement. Mais est-ce que nous, on est obligé de faire ça, de le faire comme ça? Ça, c'est la vraie question. Donc je pense qu'entre ce qui est attendu et ce qui est possible de faire, c'est là où nous, on a une puissance d'action, quoi. Et je pense que beaucoup d'ONG, en fait, ne font pas ça. Beaucoup d'ONG ont une vraie vision transformative quand ils font de l'ECM et vraiment réfléchissent à cette question-là. Comment on peut faire pour créer ensemble une société plus juste, qui devrait être la vraie question de l'ECM,
qui devrait sous-tendre le CM. Donc, en effet, c'est compliqué. Je pense que le focus vers la question de justice sociale peut être une réponse à cette question-là, c'est-à-dire au lieu de simplement de valoriser l'acquisition de compétences individuelles, c'est-à-dire pour soi-même, de poser des questions qui sont en fait des questions de justice sociale, comment on construit des sociétés justes. Et le CM est une réponse à ça, si on le conçoit correctement, je crois. Merci Cécile. Est-ce que j'ai des pistes? Alors, j'ai pas de pistes concrètes. Je pense qu'il y a beaucoup d'ONG qui développent des pistes concrètes, donc il faut faire une petite recherche sur Google, mais je crois que simplement, au lieu de... En fait, je crois qu'il faut juste faire un shift qui déplace le focus de l'individu vers le groupe. Je pense que c'est ça, en fait, la première étape à faire. C'est-à-dire, au lieu d'appuyer sur le fait que le CM, ça doit être l'apprentissage par les individus de certaines compétences et d'une manière d'être au monde qui soit considérée comme éthique, c'est-à-dire, par exemple, être un bon citoyen, et on définit un contenu qui est en fait un contenu normatif. C'est pas, en fait, poser ces questions-là. Je pense, pour moi, en tout cas, le CM ne devrait pas être qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon citoyen. Le CM, ça devrait être comment on peut construire ensemble une société où tout le monde puisse vivre de manière agréable ou en paix, ou avec comment on peut construire une société juste. Cette question, en fait, devrait être la question de l'ECM. Et alors, qu'est-ce que ça implique en termes de programme et de contenu? Là, il faut commencer à construire. Mais je pense que déjà, juste changer le regard, pas sur qu'est-ce que l'individu doit acquérir comme compétence pour être un bon citoyen, mais c'est quoi, comment est-ce qu'on pourrait vivre tous ensemble et construire ensemble une société qui soit meilleure. Rien de se poser cette question-là plutôt que l'autre, déjà, ça va changer la manière dont on fait de l'ECM, je crois. Merci Cécile. Si je peux me permettre d'ajuster... Pardon. Oui, Hélène, tu voulais ajouter quelque chose? Sur les pistes au niveau de contenu, je pense qu'il y a l'éducation, enfin, en tout cas, l'approche systémique. Il y a plusieurs outils qui existent déjà par rapport à ça, comme le jeu de la ficelle, ou le CNAPD a développé un outil qui s'appelle logique de domination et domination logique, qui permettent d'élever le regard à un niveau plus structurel pour pouvoir ensuite se positionner. Je pense que c'est les premiers outils, et puis après, c'est d'aller sur les leviers d'action. Mais je pense que il faut sortir de, en effet, ce développement de capacités personnelles pour avoir une analyse globale. Et je dirais que ce serait intéressant aussi de développer la pensée. Les nouvelles pratiques philosophiques, notamment, le permettent de développer sa pensée individuelle, mais d'arriver à se poser les bonnes questions aussi et d'arriver à construire ensemble une opinion collective au travers du dialogue. Et d'arriver à se mettre d'accord, notamment quand Cécile disait de redéfinir le mot culture, en fait, collectivement, redéfinition de mot culture, et ça, je pense que c'est déjà de l'ECM au sein d'un groupe. Voilà. Merci, je vais te redonner la parole, Hélène, parce qu'il y avait une question plus pour toi, sans doute, c'est concernant les critères de sélection des formateurs, d'enseignants, est-ce qu'il leur était demandé une certaine forme d'engagement aussi à la suite du projet? Pardon, Marie, je n'ai pas entendu toute la question. Excuse-moi, donc quels étaient les critères de sélection pour les formateurs d'enseignants et est-ce qu'il leur était demandé une certaine forme d'engagement à la suite du projet? Alors, il n'y a pas eu de... Les critères, c'était d'être formateur d'enseignant, de maîtriser l'anglais, d'être disponible avant, pendant et après ce programme. Et il y avait aussi la question d'avoir déjà travaillé des questions de citoyenneté mondiale avec ses étudiants. Donc, les critères n'étaient pas en soi très, très exigeants. Mais pouvoir dégager du temps pour un formateur d'enseignant, c'est déjà un critère exigeant en soi. Donc voilà. Et pour l'engagement pour la suite, comme je l'ai dit dans la présentation, je pense que nous-mêmes, on est encore en réflexion au sein des porteurs de projets. On ne sait pas encore comment exactement mettre ça en place et quelle réflexion avoir. Donc je pense que c'est une discussion qu'on aura avec les participants lors de la deuxième semaine. Merci. Là, je lis aussi un témoignage de quelqu'un qui conduit un projet sur les pratiques plurilingues dans le fondamental. La connaissance sur les langues et par les langues de chacun est un formidable levier pour susciter une dynamique interculturelle chez les jeunes enfants.
En même temps, la question de la prise en compte des langues familiales des enfants issus de la diversité par l'école pose aussi la question des rapports de domination qui sous-tendent l'école sans qu'elle ne s'en rende compte. En tout cas, il y a un merci. Merci, vous avez donné du grain à moudre à la réflexion. Et merci à vous pour votre témoignage, effectivement. Mais si je peux juste ajouter un truc, encore une fois, il me semble que c'est toute la différence entre on fait une chose et pourquoi on la fait. C'est-à-dire, on décide de promouvoir ou bien de passer par le fait qu'il y a une diversité dans les langues. Est-ce que c'est juste pour promouvoir ça et dire c'est génial, il y a une diversité dans les langues? Ça m'a toujours paru bizarre, parce que à quoi ça sert de faire ça? Si on s'arrête là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de dimension transformative. Après, si c'est une question d'un point de départ et de se dire, OK, qu'est-ce que ça... pour intéresser les élèves, pour leur faire se rendre compte comme un outil, de se faire se rendre compte qu'en fait, par exemple, une langue, c'est une manière de parler, mais ça véhicule aussi toute une manière de voir le monde, des représentations, etc. Et de rentrer par ce biais-là, ça me semble super intéressant. Encore une fois, c'est ça, en fait, le step forward, quoi, le fait de se dire, OK, soit on s'arrête là et on dit c'est génial. Pourquoi en fait ce serait génial d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ou alors d'aller un peu plus loin et de se dire, OK, qu'est-ce que ça me permet de faire par la suite et quelles questions je peux aborder plus précisément et c'est quoi mon projet derrière ça, quoi. Bah, en effet, ouais, ça me semble hyper intéressant. Merci Cécile. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Des remerciements, hein, merci à vous. Voilà, mais je vous propose alors de clôturer ici ce webinaire. Merci en tout cas pour votre participation. Merci à Cécile et Hélène. Donc, il y a un dernier message. Merci, eh bien, merci à vous. Et donc, vous allez recevoir un mail d'ici quelques jours vous invitant à consulter le dossier qu'on aura consacré sur ce sujet-là. Cécile, peut-être a-t-on un prochain rendez-vous à fixer dans le cadre du centre d'expertise? Alors, dépendant de la situation Covid, donc c'est pas encore garanti à 100%, mais on devrait avoir fin juin un nouveau webinaire ou en présentiel, espérons, sur la question de l'engagement des jeunes. Voilà. 22 juin, mais bon, je peux pas. Vous serez, si vous êtes abonné à notre mailing list, vous serez informés. Donc, on vous invite à vous abonner. Après, ça va dépendre beaucoup du contexte quand même. Voilà, la date est déjà notée. Merci beaucoup. Nous allons couper donc ce webinaire ici. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi et voilà, de bons congés à ceux qui en ont prochainement. Merci, bonne journée.